Parfait. OK. Donc, résumons un peu ce qu'on a fait avant de commencer. Donc, premier commit, on a créé la structure de base de notre projet. On a vu que pour y arriver, c'était assez simple. On allait sur GitLab ou GitHub. On créait un projet vide qu'on clonait sur notre ordinateur à l'endroit où il est facilement accessible pour nous. Ensuite, on ouvrait notre environnement de développement, peu importe l'environnement de développement qu'on choisit, que ce soit un projet Android ou Python ou C#, c'est la même idée. Donc, on crée un projet et on le sauvegarde dans notre dossier cloné. À sa racine, on navigue dans notre dossier cloné et on fait un git init et à partir de ce moment, on est capable de commencer notre versionnement. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a rajouté du code dans Visual Studio, ce qui nous a permis de réviser comment envoyer de l'information du client vers le serveur, donc du CSHTML vers une action dans notre contrôleur en utilisant la méthode POST. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a utilisé un point CSHTML qui contenait un modèle, ce qui nous permet de retourner un objet à notre action dans le contrôleur. Si on n'avait pas déclaré de modèle, comme ça a été expliqué dans les tutoriels, dans notre vue, on aurait pu tout simplement utiliser les valeurs qu'on a associées aux attributs name, donc juste ici, ou plutôt juste ici. Donc, si j'avais appelé ça Toto, Tata, Titi, Tutu, ben, j'aurais pu venir tout simplement dans mon constructeur ici et la signature de mon action, ben, j'aurais déclaré plusieurs variables. Dont la première, ce serait appelée Toto, la deuxième Tata, la troisième Tutu, etc. Donc, c'est une autre manière de recevoir des informations par poste. La plus professionnelle, évidemment, étant de passer un objet, puisque si j'ai 50 informations à passer, je ne vais pas me faire ici une signature de méthode avec 50 paramètres. Je vais juste passer un objet qui contient 50 propriétés. Donc, une fois que ça a été fait, on a vu qu'on était capable de add, commit et push ces informations sur le serveur. Et notre dernière manipulation ici, mais non la moindre, ça nous a permis de montrer comment avec MySQL, SQL Server Management Studio, on était capable de créer une base de données, comment dans Visual Studio, on pouvait se connecter à cette base de données et on a pu voir que les requêtes ADO qu'on a appris à faire la session dernière, ben, restent exactement les mêmes, pour proprement dire. Donc, il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit que dans votre groupe qu'il avait de la difficulté avec les requêtes parce que dans les démos, on ne faisait qu'un select. Ben, c'est un peu normal puisque que je ne fasse qu'un select puisque pour être ici, assis dans cette salle de classe virtuelle, ben, techniquement, vous avez fait votre premier cours de base de données sur Oracle ou MySQL, je ne suis plus trop sûr. Vous avez un cours de PHP dans lequel vous avez interagi avec les bases de données encore. Vous avez un cours de AT1 dans lequel vous avez fait de la base de données. Donc, la syntaxe d'un select, d'un insert, d'un update, d'un delete, de requêtes imbriquées, de requêtes avec des joints sur plusieurs tables, ben, c'est un prérequis pour être dans ce cours. On devrait déjà maîtriser ces requêtes. Et donc, ce genre de syntaxe ici, ben, n'est pas nouvelle. La seule chose qui change, c'est nos requêtes à l'intérieur de quel objet on les passe. Et en ADO.NET, nos requêtes, que ce soit des insert, des updates, des delete, des select, on les passe toujours en paramètre à un objet de type commande. La seule chose qui va changer, si c'est un insert, un update, un delete, on va faire execute non-query. Si c'est un select, on va faire execute reader. Donc, je vais quand même prendre la peine de faire un select parce que ça nous donne aussi une idée de ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre sprinter. Je rajoute aussi le fait que pour l'instant, je me concentre sur le ASP.MVC pur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je regarde mon fichier .cshtml, j'ai du HTML standard. Et quand on soumet notre formulaire, ça arrive à une action dans le contrôleur. Quand vous étiez en ASP Webform, ben, vous donniez des ID à vos balises ASP et c'est ces ID qui permettaient dans le fichier
ASPX.cs, de manipuler vos contrôles, un peu comme l'attribut name permettait en C# desktop de manipuler des contrôles. Mais en ASP Webform, on pouvait faire du Ajax aussi. Ben, en ASP MVC, on peut faire du Ajax. Moi, je suis capable de déclarer ici un fichier de script, JavaScript, dans lequel, ou jQuery, dans lequel je fais des documents.ready et je dis que je veux exécuter telle fonction sur l'événement clic que je vais entendre sur ce bouton, par exemple. Et dans cette fonction, on va exécuter une requête Ajax de type get ou post qui va viser quelle URL? Ben, qui va viser une action en particulier, par exemple celle-ci, dans un contrôleur en particulier, on lui envoie l'information. Donc, toutes ces variations, on va y arriver étape par étape. C'est déjà prévu dans les différentes sprints que j'ai pour vous cette session. Mais on va commencer avec le SPMVC standard et ensuite, on va voir comment moderniser nos applications. Encore une fois, je fais une interface simple pour vous faire comprendre le concept, mais si vous êtes assis ici, c'est que vous avez déjà tous fait du Bootstrap. Donc, est-ce que j'ai besoin de m'asseoir en démonstration et de remettre le template Bootstrap là-dedans et réexpliquer qu'est-ce qu'un container fluide, voyons, et de représenter les composants Bootstrap? On peut faire un rappel quand on en a besoin, mais c'est un prérequis pour être assis ici. Donc, vos interfaces, quand vous allez les créer, ben, je m'attends à ce qu'on inclue du Bootstrap là-dedans. C'est une page HTML. On sait comment faire du Bootstrap. C'est un cours de back-end, pas de front-end, mais on s'attend à ce que notre front-end soit moderne. Oui, Simon. C'est exactement une question que j'attendais de te poser. Toi, dans le fond, tu t'attends à ce qu'on ait quelque chose de professionnel. Est-ce qu'on a à la fin, là, quand tu fais ton sprint, tu veux que ça soit professionnel, tu pourrais le présenter à un employeur puis il pourrait dire wow. Fait qu'on pourrait utiliser. Fait que ça dérange-tu si on utilise des templates sur Internet? Parce qu'il y a des templates qui sont déjà faits, tu as juste à changer dans le fond une partie ça du me code. dérange absolument pas, puisque en session 1 et 2, vous appreniez la technologie. Maintenant, vous êtes supposé, je vous évalue pas entre guillemets là-dessus, ça a été évalué dans un cours précédent. Là, je vous le fais utiliser. Pour être capable de modifier un template, ben, ça veut dire que le CSS, on sait déjà ce que c'est, le jQuery, on sait ce que c'est, le Bootstrap, on sait ce que c'est, donc j'ai aucun problème. Mais votre template, si vous en prenez un et que vous le modifiez, il faut que l'histoire que votre template me raconte, ça va la navigation, les images, le layout, que ça fit avec les fonctionnalités que je vous demande d'implémenter. Parce que moi, j'ai déjà vu des templates d'épicerie pour un site de formation en ligne. Ça ne marche pas. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Super. OK. Ben, je te remercie parce que ça va faciliter notre job. En utilisant un template, de le modifier, c'est beaucoup plus rapide que tout faire de scratch puis de faire tout ton bootstrap de from scratch, tu sais. Super. Puis, juste avant de prendre la question de Barry, juste renchérir là-dessus, on est en 4e session. Donc, certains ici graduent cette session, d'autres vont continuer en 5e, en 6e session. Je vous le dis, le temps passe très vite. Donc, c'est pas rendu en fin de 5e session ou en début de 6e session, quand vous vous préparez pour vos entrevues, que vous allez commencer à chercher, mon Dieu, quel projet je pourrais bien présenter dans mon entrevue. J'ai tel et tel projet, c'est vrai, ils marchent, mais ils sont laids. Fait que si je montre ça, ben, mon employeur, il prendra même pas le temps de regarder le code que j'ai fait derrière parce que visuellement, on oublie. Donc, c'est maintenant, quand vous les faites, que vous devez vous assurer qu'ils sont présentables dès le départ, quitte à aller les peaufiner quand vous en aurez besoin pour une entrevue. Mais donc, c'est pour ça que moi, en tout cas, dans mes cours, je vais exiger que vous n'êtes pas des infographistes. Ça va? Ça, on sait tous ça. Et moi, le premier. Mais on a des outils qui nous permettent, donc les templates, le Bootstrap, etc., d'avoir quelque chose dont on peut quand même être un peu fier là, de le montrer à quelqu'un. Ça va? Donc, c'est juste pour fermer cette parenthèse-là. Barry, tu avais une question.
Oui, c'est par rapport au Bootstrap, parce que je sais pas si c'est la même chose que les autres, mais moi je ne saurais pas que le Bootstrap qui se trouve dans le Visual Studio, on dirait que c'est une ancienne version qui ne prend pas certaines choses en question. Donc, Donc, c'est pas vraiment un problème. Pourquoi vous avez un problème? C'est que si vous prenez le template de projet Bootstrap de Visual Studio, remarquez que je vous fais toujours commencer en empty. Hein. On aurait pu faire empty web form ou le template web form. Quand on prend le template web form, ça vient avec du Bootstrap, ça vient avec du jQuery, ça vient avec des fonts de Google. J'aurais pu faire la même chose en ASP, mais ça vient avec une version spécifique du Bootstrap qu'on récupère sur les CDN de Microsoft. Alors que si vous faites ceci, oups, je suis sur le mauvais écran, donnez-moi 2 secondes. Si vous faites ceci, c'est fatigant cette barre-là. Donnez-moi 2 secondes. Get started. Magnifique. Il y a des templates vraiment cool en plus. Mais je veux dire, pour un site de e-learning, il y en a des vraiment cool. Donc, vous voyez où je suis? Je suis sur Bootstrap. J'ai pris le template de base Bootstrap. Je viens dans mon projet ici, ASP. Je ne veux pas saboter. Vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais le coller juste ici. Boom. Et je n'ai pas besoin des librairies Bootstrap là, dans Visual Studio. Pourquoi? Parce que ça ici en bas, ça fait quoi? Ça charge les librairies Bootstrap, jQuery dont j'ai besoin. Donc, toutes mes balises vont être reconnues ici sans problème. Et there you go. On fait notre Bootstrap sans avoir à être coincé avec la version qui est chargée par défaut dans Visual Studio. C'est clair pour tout le monde? Ça répond à ta question? Oui, parfait. C'est bon? D'accord. Donc, je vais me débarrasser de ça par contre dans mon projet. CTRL Z. OK. Et là, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Okay. Donc, mettons les choses en place pour tester un select, juste pour dire qu'on a fait 2 types de requêtes différentes. J'ai fait un insert, je vais faire un select, un delete, un update. Écoutez, c'est la même chose qu'un insert, hein, c'est juste qu'on change la requête. Donc, et c'est un prérequis. Et j'ai d'autres choses plus intéressantes à montrer. Donc, si vous avez un problème particulier avec ces autres requêtes, la période de support est destinée pour ça. Donc, je vais faire un select parce que ça me permet de réviser avec vous comment est-ce qu'on passe de l'information du serveur vers le client. On veut récupérer de l'information de notre base de données pour l'afficher dans notre vue de départ. Quelle information? Les niveaux d'éducation. On a 2 manières, en fait 2 manières, c'est pas vrai. On a 3 manières de passer de l'information du client vers le serveur. On peut utiliser ce qu'on appelle le view bag. On peut utiliser un objet qu'on déclare comme modèle dans notre vue et qui est lancé à travers return view dans une action du contrôleur. On peut aussi utiliser le Ajax pour retourner des objets JSON vers la vue qui les affiche. Donc, je vais faire un premier exemple ici où on va exploiter le view bag et ensuite on verra si on a le temps de faire un deuxième exemple qui exploite plutôt un tableau d'objets passé en paramètres. Et encore une fois, ce sont des notions qui étaient démontrées dans les vidéos tutoriels que je vous avais demandé d'utiliser comme base pour le sprint. Donc, je pourrais venir ici et créer mes tables, mais je veux que vous vous habituez à notre nouvel ami ici. Donc, toujours dans ma base de données TotoDB, new, donc je vais aller sur table, et sur table New Table. Et ici, je vais y aller comme ceci. Cours ID, donc l'ID de mon cours. Allons-y encore une fois avec un integer. Ça va être encore une fois notre clé primaire. OK. Donc, notre cours, il a un sigle. Donc, le sigle, c'est le numéro du cours. Donc, c'est une string.
je vais mettre ça de texte pour nous faciliter la vie, ce qui n'est pas une bonne pratique de programmation en réalité. Vous savez que texte, c'est traduit en quoi en SQL standard? C'est traduit en n varchar max. Donc, si votre base de données est capable de stocker au maximum 500 caractères, ben vous venez de réserver 500 caractères. Alors que le cycle d'un cours, style 420-AT2-TT, ça prend certainement pas 250 caractères. Et donc, on vient de gaspiller de la mémoire pour rien. Mais pour juste nous faciliter la vie, au lieu de mettre un varchar 10, par exemple, je mets texte tout simplement. Mais c'est important d'être conscient de ça. En entreprise, on va vous demander d'optimiser la mémoire. Donc, le sigle, ensuite, le titre du cours. Pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer, je vais mettre du texte et la description. Description. Oups, pourquoi? Description. Ah, vous voyez, quand Visual Studio fait des trucs louches comme ça, il ne faut pas continuer. Il met des crochets. Ça veut dire que sûrement, il y a un mot-clé ou il y a un raccourci associé à ça. Donc, on va changer le nom parce que ça risque de nous causer des problèmes. Donc, je vais juste mettre DSC. Ça va? On va comprendre ça, nous, comme étant la description. Je vais mettre le texte. Et avançons-nous, tiens. Bon, laissons ça comme ça. Donc, on veut toutes ces informations. Et par rapport à ta question tout à l'heure, François, regarde bien. Je ferme ma table. Il me demande de sauvegarder. Et il me donne l'option de nommer ma table avant la sauvegarde. Donc, c'est ma table cours ici. Voilà, ma table cours vient d'être créée. Et dans cette fameuse table cours, on va juste faire un petit refresh sur les tables. Voilà, cours vient d'apparaître. Et si je ne me trompe pas, ouais, je devrais être capable de faire ceci. Si je vais sur cours et je vais sélectionner les premières lignes, ça va, il n'y a rien dedans. Oui, c'est Edit, pardon. Voilà. Donc, éditer les premières lignes. Donc, je vais mettre l'ID 1 et le sigle 420 AT1, tiens, TT, titre, je vais mettre ASP, oups, je vais mettre ASP1, tout simplement, prog serveur en ASP web form. J'ai mis cours. Bon, j'avais en tête niveau d'éducation, mais bon, c'est pas grave, on comprend là. Mon but, c'est de montrer comment faire un select. Ça va pour tout le monde? Excusez-moi pour le petit lapsus. Là. Donc, 2, je vais mettre 420-AT2, je vais mettre ASP2 et prog ASP en MVC. OK. Donc, disons que ce sont les enregistrements que je veux mettre dans ma base de données. Et je crois que normalement, si je fais juste fermer, est-ce qu'il les a pris? Voilà, c'est ça. Il les garde automatiquement. On n'a pas besoin d'exécuter pour que ça prenne effet. Ça va? Donc, j'ai de l'info dans ma base de données présentement. Si je retourne dans Visual Studio et que je fais un petit refresh sur les tables, regardez, la table cours apparaît. C'est normal. On a modifié la base de données et Visual Studio est connecté tout simplement à la base de données. Donc, toute modification sur la base de données est répercutée à travers la fenêtre ici. Donc, je n'ai pas besoin d'aller rechercher ma connection string une deuxième fois. La connection string, la base de données sont vues de Visual Studio, c'est resté la même chose. Ça va pour tous? Et si je viens visualiser ce que j'ai dans ma table
encore une fois, on n'est pas trop surpris. On voit ce qui avait été défini dans SQL Server Management Studio. Donc, je vais revenir dans mon contrôleur. Commence à avoir beaucoup de fenêtres ici. Laissez-moi faire un peu de ménage. Fermons ça. Donc, je vais revenir dans mon contrôleur et la modification que je vais apporter, moi, elle se trouve ici. C'est que au lancement de mon application, on a vu le formulaire tout à l'heure. On a le nom, on a le email et le niveau d'éducation, on doit le rentrer à la main. Au lieu de niveau d'éducation, on aurait peut-être aimé avoir cours qui s'affiche. Donc, moi, ce que je vais faire, dans mon exemple, je vais aller... on va juste voir comment récupérer l'information de la base de données et l'utiliser pour peupler un select. Ça va? Et ça va être le cours. Donc, je vais juste modifier mon modèle quelques secondes pour que cette information puisse être rentrée dans mon étudiant. Ça, on n'a pas à faire ça comme ça dans le laboratoire, mais ça me donne une excuse pour vous montrer comment, à partir d'informations que je récupère de la base de données, je vais pouvoir peupler dynamiquement mon interface usager et comment, à partir de la sélection que je vais faire dans cette interface usager, je vais pouvoir initialiser le cours de l'étudiant. Dans votre sprint 1, c'est avec le niveau d'éducation que vous allez devoir faire quelque chose de similaire à ce que je vais démontrer ici. Donc, je vais juste venir faire un public string cours. Encore une fois, get set. OK. Donc, ça, c'est fait. Je vais venir build encore mon application pour être sûr que ce modèle-là est disponible. OK. Donc, parfait. Donc, je suis dans mon contrôleur. La première chose qu'on va essayer de faire ici, c'est récupérer les informations de la base de données. Donc, pour récupérer les informations de la base de données, on a notre squelette de base qu'on a ici. Hein. Donc, je vais récupérer ça. Je vais mettre ça ici. C'est toujours la même connection string. Par contre, on n'a plus besoin de paramétrer puisqu'on veut récupérer tout le monde. Donc, je ne récupère pas par rapport à un certain ID de cours ou par rapport à un certain prix de cours. Je veux juste récupérer tous les cours. Donc, ma requête ici, ça va tout simplement être un select étoile from et j'ai fait quoi encore? Function insert, je crois. OK. Donc, select étoile from cours. Aussi simple que ça. That's it. Cool. Voilà, et il me manque ma connexion. Pourquoi est-ce que function insert... Ah, ça va être fatigant, ça. Excusez-moi, j'ai juste activé la fonction d'insertion qui efface... Comment on désactive ça déjà? Je pense qu'il faut que tu cliques sur fin plus insert. Ouais. Sur F1 insert? Oui, fin. Oui, c'est ça. FN insert. Ah, c'est ça, fonction et insert. Oui. Oui, c'est ce que je fais, mais... Parce que normalement, c'est comme ça. Ah là 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 là. OK. Bon. Je vais essayer de... Ça ne veut pas, mais on va essayer. Donc, con, comme ceci, comme cela.
il manque ma virgule. Oh, ça va être long. Donc, j'ai mis à jour ma requête. On a ouvert, mais maintenant, pour récupérer le résultat, juste ici, j'ai besoin d'un data reader. Ça va? Donc, le select, on a besoin d'un data reader. Le insert, le update, le delete, c'est on n'a pas besoin de data reader, on fait juste execute non-query. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça nous retourne un integer qui a une signification. Donc, je vais créer un SQL data reader. Juste une question comme ça, est-ce que le data adapter, vous avez utilisé ça la session dernière? Ouais. Oui. Oui, donc pour mettre à jour les data tables, les grid view, etc. Oui. Oui, ok, super. Donc, data reader, je vais l'appeler reader tout simplement égal. Et on initialise comment? En exécutant la méthode execute reader sur notre commande. Donc, si tout va bien dans le meilleur des mondes ici, cet objet n'est pas nul parce qu'on sait que quand on exécute un select, on peut avoir 0, 1 ou une infinité d'enregistrements qui nous sont retournés. Donc, moi, je vais avoir besoin d'une boucle while ici. Une boucle while pour récupérer les différents enregistrements. Donc, chaque enregistrement, je veux le mettre dans un objet et je veux stocker cet objet dans une espèce de tableau. Comme je ne sais pas d'avance combien d'objets je vais avoir, j'ai besoin soit d'une ArrayList, soit d'une liste. Donc, moi, je vais venir juste ici et je vais déclarer une liste. Donc, une liste. Une liste de quoi? Une liste d'étudiants, excusez-moi, une liste de cours, et ça va nous prendre une classe cours, évidemment, si on veut récupérer des cours, ça va? Donc, c'est peut-être ça que je vais aller faire en premier. Donc, dans mon dossier modèle, excusez-moi, je pense l'exemple au fur et à mesure que je le design. Donc, classe ici, dans mes modèles. Et donc, le cours, je vais lui donner les mêmes attributs. Et voilà pourquoi le link to SQL a été inventé. Regardez le temps que je perds à faire ça. Donc, j'ai déjà une table avec des attributs. Je suis obligé de venir créer une classe avec les mêmes attributs pour récupérer les informations qui vont m'être envoyées de la base de données. Alors qu'avec le link to SQL, j'ai une table cours. Automatiquement, le framework va générer la classe cours pour moi. Voilà une des justifications de l'utilisation et de la pertinence du link to SQL. Mais, comme je l'ai dit, le link to SQL ne marche pas encore sur tous les serveurs de base de données, donc il faut quand même que vous maîtrisiez le ADO.NET. OK. Donc, public ID, public int pour ID, donc get set. Ensuite, on va avoir le sigle. Donc, public. Ah, un autre truc. Regardez bien. Hop. Voilà. Je sais, c'était magique. Je vais recommencer. PROP pour propriété. Tab une fois, tab deux fois, ça vous donne votre gabarit. Ce qui fait que ce qui est surligné ici, vous pouvez changer le type. Parce que j'allais me tanner d'écrire ça à la main chaque fois. Là. Donc, ensuite, j'ai dit quoi? Sigle. Et maintenant, vous avez compris la beauté de la chose, je crois. Pas Enter, mais Tab, pour que ça marche. Là. Donc, PROP, Tab deux fois. Et voilà, je veux encore une string. Et ça va être cette fois-ci titre. Mon getter et mon setter, ils sont là. Et la dernière, propre, tab.
on veut encore une string et DSC. Ça va pour tout le monde? Donc, il y a quelqu'un qui a essayé de parler, mais ça coupe beaucoup. Est-ce que j'ai manqué une question? OK, ça va, je crois. Donc, je vais sauvegarder, je vais build. Okay. Et je vais retourner dans mon contrôleur. Donc, dans mon contrôleur, j'ai déjà rajouté mon dossier modèle. Donc, tous les modèles se trouvant ici sont disponibles. Là, on va avoir un petit problème. Pourquoi? C'est parce que dans la vue index, donc la vue qui se trouve ici, on a déjà déclaré le modèle étudiant. Et une vue ne peut pas avoir plus qu'un modèle. Ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu créer une classe qui contient un étudiant et un tableau de cours. Ça devient complexe. Donc, nous, on sait pourquoi l'étudiant est là, on en a besoin, mais j'ai besoin de passer quand même un autre type d'information. Ben, voilà où je vais utiliser mon viewback. Ça va? Donc, les deux méthodes sont là pour une raison. Donc, allons ici dans le contrôleur et j'ai ma requête, j'ai mon reader. Donc, on va faire ceci, while reader.read qui nous retourne un booléen. Juste une seconde. Reader.read qui est une fonction. On le voit ici. Souvent, les gens croient que c'est une propriété, donc ils ne mettent pas les parenthèses. Évidemment, c'est faux. Donc, ça prend les parenthèses. Donc, c'est un booléen qui nous retourne true tant aussi longtemps qu'il y a encore des enregistrements qui nous ont été retournés par la base de données qu'on n'a pas lus. Donc, dans cette boucle, je vais vouloir faire quoi? Je vais vouloir... là, je suis en train de coder beaucoup sans versionner. En fait, j'ai créé ma nouvelle classe, j'ai mis à jour ma classe, j'ai rajouté la classe cours dans mon projet, j'aurais dû versionner, pousser. Ça va? Et là, ce que je vais faire ici, la récupération, je vais le versionner, je vais le pousser. Donc, chaque petit pas que je fais dans mon projet, je le versionne. Comme ça, si dans 5 minutes, tout plante, ben, j'ai sauvegardé tellement souvent que j'ai presque rien perdu. J'ai perdu 5 minutes de travail. Et ça prend 2 secondes, faire git add, git commit, git push. Ça va? Et gardez en tête que ce sont des commandes bash, ce sont des commandes Linux. Vous avez fait du Linux, si je ne me trompe pas. On sait c'est quoi un batch file? Oui. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire un batch file que vous appelez save? Et chaque fois que vous appelez save, ça fait automatiquement pour vous git add, git commit, git push. Tout le monde comprend l'idée? Donc, en une ligne, vous faites la job et automatiquement, ben, c'est comme si vous avez, même que, écoute, un batch file, on peut configurer ça pour que ça s'exécute à une certaine fréquence. Donc, vous avez carrément là une sauvegarde automatique, sauf que moi, je ne conseille pas ça parce que là, votre message, il ne sera pas pertinent, le message que vous faites avec votre commit. Le message du commit doit être une description de spécifiquement ce qu'il y a dans ce commit. Mais bref, c'est tous des idées que je vous donne là, pour automatiser votre travail. Donc, je vais aller avec une liste ici, une liste qui est le cousin évolué de l'ArrayList, mais une liste pourquoi? Parce que ça me permet de spécifier quel type de données je veux avoir à l'intérieur de ma liste. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans une liste comme dans une ArrayList. On peut préciser qui est admissible. Donc, moi, qui va être admissible? Ben, des objets de type court. LC pour liste de cours égale new liste de cours. Donc, je viens de créer ma fameuse liste et voici la magie. Donc, LC liste de cours.add, je veux ajouter quoi dans ma liste de cours? Je vais ajouter un nouveau quoi? Un nouveau cours. Et ce cours-là, je vais récupérer ces informations de où? De mon reader. Il faut faire attention ici.
la première information qui va nous être retournée, en fait, ce sont des objets qui nous sont retournés de la base de données. Ça va? C'est à nous de les convertir en le bon type de données. Donc, l'ID, c'est un integer. Donc, l'objet qui va retourner, je veux le convert point to int. To int, bon là. Je ne sais plus trop quel format SQL Server use ou utilise. Prenons int16. Si ça ne marche pas, on prendra plus gros. Donc, to int, et je passe quoi en paramètre maintenant? Je passe mon reader, mon objet, suivi des crochets. Et entre les crochets, je vais mettre quoi? Ben, je vais mettre le nom du champ qui m'intéresse, donc qui est donc cours ID. Et encore une fois, ça doit être écrit exactement comme dans la base de données. Et c'est là que ça devient problématique, encore une fois. Ça va? Ça devient problématique parce que si je ne l'écris pas exactement comme dans la base de données, ben, ça va exploser cette histoire-là. Voilà pourquoi je le mets à l'intérieur d'un try catch. Donc, on ferme. En fermant ici, c'est notre convert qu'on vient de fermer, virgule. Le prochain paramètre après le cours, c'était le sigle. Donc, le sigle, je vais juste prendre ceci que je vais coller là. Je vais venir mettre ici à l'intérieur sigle, comme c'est écrit dans la base de données. Et sigle et point toString, parce que c'est un objet qui m'est retourné de la base de données, mais moi, je sais que c'est une string, donc je veux convertir ça en string. Et donc, laissez-moi juste quelques secondes pour me débarrasser de mon histoire d'insertion. Là, ça me ralentit énormément. Pourquoi est-ce que... OK, donc... Ah, bon, sur mon ordinateur à moi, c'est insert, tout simplement, pas function insert. Mais donc, là-dedans, je vais prendre ceci, que je vais venir coller là. Et au lieu de sigle maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est titre. Voilà. Prochain paramètre. Ça commence à être long, donc je vais changer de ligne directement, ça va être plus lisible. Donc, après le titre, on veut la description et ça va être le dernier. Donc, la description qui est aussi une string. Donc, c'est DSC que j'ai marqué dans la base de données. Et on finit. Et qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié ceci. Qu'est-ce qui manque? Attendez 2 secondes. Dans cours, does not contain a constructor with 4 arguments. Mais c'est juste qu'on n'a pas initialisé le constructeur. Non, il est là. Il est initialisé, le constructeur. Non, mais dans la classe. Moi, je sais pas, sur le modèle. D'accord. Oui. C'est ma faute. Excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, cette syntaxe-là, c'est si on avait créé un constructeur dans notre classe, mais on a créé une classe avec des propriétés automatiques. Donc, ça va comme ceci. Donc, on va y aller comme ceci, un peu comme quand on travaille avec un objet JSON. Donc, ça va me permettre de faire quoi? D'ailleurs, c'est plus beau, c'est plus sexy comme ça. Je vais faire, si je tape C, regardez, mes propriétés automatiques, elles sont là. Donc, cours, et mon cours, il va être égal à quoi? À ce que j'ai effacé il y a quelques secondes, là, à convert.to int. Comme j'ai dit, je vais prendre int16, on va voir ce que ça va faire. Et mon reader, crochet cours ID, comme ceci.
Voilà, ça c'est notre premier paramètre, virgule, le prochain paramètre. Donc, j'y vais avec sigle égale, et je vais tout simplement venir prendre ceci, et le coller là, point toString. Prochain paramètre, qui ne sera pas le sigle, mais juste pour aller rapidement, qui sera le titre. Donc, le titre. Ce qui fait que si je voulais créer un objet de type court en ignorant un de ces paramètres, je n'aurais qu'à pas utiliser le getter correspondant et ça mettrait cette propriété égale à nul. C'est un des avantages d'utiliser, de créer des objets avec des propriétés automatiques. Donc, titre, c'est écrit correctement, toString, et le dernier, mais non le moindre, description égale. OK, comme ceci, et dans la base de données, c'est DSC. Donc, on voit encore un avantage du Link2SQL. En Link2SQL, ben écoutez, j'aurais pas eu besoin de me casser la tête à faire tout ça, parce qu'automatiquement, ben, avec ma requête Link2SQL, on m'aurait retourné un iQueryable de quoi? De cours. Donc, chaque cours aurait contenu des informations de la table cours. Bref. Ça va tout le monde pour ce qui vient de se passer ici? Donc, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Au niveau de single, je pense que vous avez mis cours ID au lieu de single. Le reader. Oui, merci, merci Marianne. Sigle, effectivement. Donc, et dans la base de données, j'ai écrit ça S-I-G-L. J'ai mis un S majuscule dans la base de données. Parfait. Donc, je sauve. Mais si j'avais exécuté ça, ça aurait fait une exception et on l'aurait attrapé ici et on aurait pu trouver le message relativement rapidement. Moi, je l'ai mis comme ça sur plusieurs lignes. On aurait pu le mettre dans une seule ligne. J'ai juste mis un format qui ressemble un peu à ce que vous êtes habitué en jQuery ou en Node pour montrer que tous ces langages-là convergent, en fait. Quand on en connaît bien un, on devrait être normalement à l'aise dans tous les autres. Donc, moi, quand on me dit « Ah, monsieur, je trouve ça dur le Node » ou « Je trouve ça dur le React » ou « Je trouve ça dur le SPMVC » ou « Je trouve ça dur le PHP orienté objet », ben, je vais essayer de vous prouver de semaine en semaine que, mes chers amis, c'est exactement la même chose tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vais réussir à vous convaincre, éventuellement. Donc, ça va jusque-là. On va récupérer nos objets, on les ajoute dans la liste. Si tout va bien, je vais juste nous enlever les espaces superflus. Ça va. Si tout va bien dans ma boucle while ici, ben, à la fin de ma boucle while, dans le try, on devrait être capable de faire quoi? De prendre cette liste de students et de la passer en paramètre à quoi? De la passer en paramètre à notre viewBag. Donc, viewBag et viewData, c'est deux objets similaires. ViewData, ça vient des anciennes versions du ASP.MVC. ViewBag, c'est le plus récent. Ça va? Donc, ViewBag, on le manipule un peu comme un tableau. ViewBag, crochet 0 égal, on met quelque chose dedans. Alors que, ViewData. Alors que ViewBag, on le manipule un peu plus comme une propriété. Donc, si je fais ViewBag, point, je crée une nouvelle boîte dans laquelle je veux stocker mon information. Je vais l'appeler mes cours. Ça n'existait pas ça avant. Je viens de le créer de manière dynamique et je le mets égal à LC. Donc, je viens de créer une case dans mon ViewBag, dans mon sac auquel ma vue a accès, qui s'appelle mes cours. Et dans ce sac, j'ai mis quoi? J'ai mis une liste de cours. Donc, voilà. Avant d'aller plus loin, vérifions que ça marche, cette affaire-là. Donc, je vais mettre un point d'arrêt juste ici. Hey, monsieur, excuse-moi,
je te coupe. Ouais. Avant que tu finisses le cours, moi, j'aimerais ça si tu serais capable de peut-être faire ce que tu fais là sur une branche, la merge, pour qu'on le C'est voie déjà avant que prévu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, C'est déjà cool, prévu. cool. Excuse-moi, je te dérange Donc, plus. Donc, je fais play. J'ai pas fait play au bon endroit. J'aurais dû faire play sur ma vue. Excusez-moi, je vais stopper ça avant que ça plante. Donc, allons sur la vue. Je fais play. Parce qu'on a mis un point d'arrêt, on va tomber dans le code. Un jour, parfait. Donc, OK. Il n'y a eu aucune exception et on s'est rendu là. Ça veut dire que si je vais voir mon ami LC juste ici, j'ai un count de 2. Magnifique. Donc, j'ai bel et bien récupéré ce qui était dans la base de données. Je l'ai là, juste ici. Donc, c'est ce que je vais mettre dans mon ViewBag. Donc, c'est ce que je vais faire sans plus attendre. Et donc, à partir de là, si on continue, ben, on fermerait la connexion et ici, on lancerait la vue. Et la vue serait propriétaire de notre fameux ViewBag. OK. Donc, là, allons voir comment récupérer Monsieur, cette information. Oui. Est-ce que la connexion s'arrête pour tout le monde ou juste pour moi? Parce que Moi, des je vous fois, entends, la connexion, ça bien. bloque. Moi, je vous entends bien, mais si elle bloque... Mohamed. Des fois, quand vous parlez, il y a le son, ça... Bon, Mohamed, ça, c'est le serveur Teams. Il peut rien faire, c'est pas de sa faute. Et puis, malheureusement, là, présentement, en plus, je suis à TK. Donc, je suis dans mon bureau sur le réseau des profs. La connexion, elle est au maximum. Je ne peux pas faire grand-chose pour ça. Par contre, c'est enregistré. Et, entre guillemets, tout ce que je fais présentement, là, je veux dire, je raconte une autre histoire, mais c'est toutes les mêmes manipulations, le même concept qui sont dans les vidéos tutoriels que je vous ai données. C'est juste que je les remonte, mais avec un exemple différent en faisant le lien avec votre laboratoire. Mais à mon humble avis, à moins que je me trompe, il n'y a rien de nouveau ici. Le projet est public, je vais vous donner le lien tout à l'heure, donc vous serez capable de le prendre et de le réexécuter. La seule chose que vous n'avez pas, c'est la base de données, mais je vais vous donner le script pour la reproduire. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de manque d'informations. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous pourrez me le demander en support. Ça va? Oui, ça va, merci. C'est monsieur... c'est Mohamed, c'est ça? Mohamed Amin. Ouais. OK, parfait. Donc, là, on a vérifié que ça marche. Donc, regardez ce que je vais faire. Ça marche. Donc, je sais que je suis capable de récupérer mes informations de la base de données. Donc, je vais sauvegarder ça et localement et sur mon serveur. Et là, ben, je vais créer une nouvelle branche. Je ne suis pas obligé, j'aurais pu continuer sur la même branche, mais je vais créer une nouvelle branche. Et sur cette branche-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter du code dans notre vue pour être capable de récupérer ce qu'on vient de mettre dans le ViewBag et de construire un select avec des options. Ça va être sur une nouvelle branche. On va voir que c'est fonctionnel. Une fois que c'est fonctionnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener cette branche-là sur notre branche principale et on va pousser le tout sur le serveur. Technique 1. Technique 2, je vais créer encore une nouvelle branche. On va rajouter une nouvelle fonction parce que normalement, avec les informations qu'on reçoit sur notre utilisateur, on devrait générer un username, un password et lui envoyer un email. Donc, on va faire un code qui simule ça sur une nouvelle branche. Cette branche-là, au lieu de la ramener sur la branche principale, je vais plutôt la pusher sur le serveur. Donc, sur le serveur, on va voir qu'on aura une branche principale et une branche secondaire. Sur le serveur, je vais merge les deux branches ensemble. Et ensuite, sur notre ordinateur, on va faire ce qu'on appelle un pull, pas un clone, un pull. Donc, on récupère la branche master du serveur, ce qui fait que, ben, on va ramener sur notre machine le même état que celui qu'il y aura sur le serveur. Donc, deux manières différentes de travailler. Quand on travaille en équipe,
très souvent, ce que les développeurs vont faire, ils vont créer des nouvelles branches pour des fonctionnalités et ils vont pousser les nouvelles branches sur le serveur. C'est le responsable du projet qui va être chargé de prendre toutes les nouvelles branches qu'il voit apparaître sur le serveur, de les tester et de les ramener sur la branche principale. Et tous les développeurs doivent donc de manière fréquente faire des pulls, récupérer la nouvelle version de la branche principale. C'est pour ça que j'ai tout perdu, j'ai pas fait un pull, Fernand. Quand vous travaillez tout seul, vous pouvez créer des branches secondaires pour tester votre code, pour tester les 4-5 façons que vous avez en tête d'implémenter une fonctionnalité. Et quand vous en avez une que vous aimez, vous la ramenez sur votre branche principale et là, vous poussez votre branche principale. Ça va? Donc, deux manières de travailler dépendamment de est-ce que je travaille tout seul ou est-ce que je travaille en équipe. Donc, première version, si je travaille tout seul. Commençons par sauver le travail qu'on a déjà. Donc, git add espace point. Donc, git commit-m et mettons notre commentaire récup des cours de la BD récup des cours de la BD dans action index, dans l'action index. Donc, je fais exprès là, c'est pas de la haute, c'est pas du grand français là, je fais même pas des phrases complètes, c'est juste pour me donner une idée de ce que j'ai fait dans ce commit. Donc, ça c'est fait et on va le push évidemment. Donc, ça s'en va sur le serveur. Si je regarde encore sur mon serveur, sur Git, ici, je vais faire un refresh. Donc, je vois que j'ai 4 commits et j'ai toujours seulement une branche. Ça va? Donc, maintenant, si je vais ici, clear, je vais faire un git branch et je vois seulement master. Donc, j'ai seulement une branche dans mon projet, c'est la branche master. Je vais créer une nouvelle branche. Regardez bien, je vais faire un git B-R-A-N-C-H, git branch, et je vais l'appeler show cours, parce que c'est ce que je vais essayer de coder sur cette branche-là. Je vais refaire mon git branch juste pour vous montrer. J'ai 2 branches présentement, mais devant une d'entre elles, devant la master, il y a une étoile. Ça veut dire que j'ai 2 branches dans mon projet, mais je me trouve présentement sur la branche master, telle qu'on le voit ici. Donc, je vais faire un git checkout, le même checkout qu'on a vu tout à l'heure. Au lieu de mettre l'ID d'un commit, je vais venir mettre le nom de la branche vers laquelle je veux bouger. Cours. Voilà. Donc, je suis maintenant sur la branche cours. Show cours. La preuve, regardez où est ma petite étoile. Ça va pour tout le monde? Comment créer une branche? Comment se déplacer sur cette branche? C'est bon pour tous? À main levée? C'est bon. Donc, présentement, ce que j'ai fait en réalité, je suis sur ma branche principale, j'ai copié tout ce qu'il y avait sur ma branche principale. En fait, vous savez, une image vaut 1000 mots. Donc, ce que j'ai fait présentement, c'est que, 2 secondes, un petit schéma ici. Donc, jusque-là, disons qu'on était sur notre branche principale. On a fait notre commit initial, notre deuxième, notre troisième. On avait notre 4e ici. Là, ce qu'on vient de faire, on vient de créer un univers parallèle juste ici. La ligne est supposée être droite, là, mais on se comprend. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste pris tout ce qu'il y avait ici dans mon projet et je l'ai copié ailleurs. Donc, sur ma branche principale et sur ma branche Chocourt, présentement, il y a exactement la même chose. Je ne vois aucune différence. Mais là, je vais commencer à coder sur ma branche Chocourt et on va voir que ce qu'il y a sur ma branche Chocourt et ce qu'il y a sur ma branche Master, ça va être différent. Mais je suis capable d'exécuter le projet noir ou le projet noir plus le vert. Ça va? Le projet noir plus le vert, ben, c'est ce que vous essayez d'implémenter. Remarquez, j'aurais pu faire ça aussi.
Si j'avais deux manières différentes d'implémenter ce que je veux implémenter, j'aurais pu coder une version ici et j'aurais pu coder une autre version là et exécuter ce chemin-ci ou encore ce chemin-là. Le chemin qui m'intéresse, c'est lui que je vais ramener sur la branche principale, comme ça, et faire comme si ça ici et ça ici, ça n'avait jamais existé. C'est ça la beauté des branches. Donc, faisons-le. Donc, parfait. Donc, je suis sur ma branche au cours. Si je retourne dans Visual Studio, on ne voit aucune différence avec tout à l'heure. C'est normal parce que, comme je vous l'ai dit, ben, c'est juste une copie de la même chose pour l'instant. Donc, je vais aller dans mon CSHTML et juste ici, moi, regardez bien, je vais ouvrir une accolade. Non, je vais faire mieux. Ah, comment? Donc, select. Voilà. Mon select, il a un name. Son name, ça va être quoi? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon modèle court? Dans mon modèle court, moi, ce qui va m'intéresser, c'est juste... ouais, hein. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le nom du cours, tout simplement, qui va m'intéresser. Ça va? Donc, le sigle du cours, disons. Donc, dans mon CSHTML, name ici, je vais mettre sigle. Et évidemment, ID, je vais mettre la même chose. Je vais mettre sigle. Donc, on le ferme. Oups. On le ferme. Parfait. Donc, à l'intérieur d'un select, on est d'accord qu'il y a des options. Parfait. Donc, allons créer des options. Donc, option. Donc, une option, elle a une valeur et elle a du texte associé. On se rappelle de ça en HTML. Donc, la valeur de mon option, ça va être quoi? Je vais mettre A commercial, viewBag. Donc, A commercial, viewBag, ça va. Et viewBag, point. On a appelé ça comment de l'autre côté? Donc, j'ai appelé ça mes cours. Ça va? Donc, mes cours, ça va être mon tableau de cours. On est d'accord? Dans ce tableau de cours, je vais récupérer l'information de chaque cours. Et je veux qu'il y ait autant d'options qu'il y ait de cours. Donc, ça sous-entend que je devrais peut-être utiliser quelque chose comme une boucle for each pour itérer à travers tous mes cours. Et c'est ce que je vais faire sans plus attendre juste ici. En fait, je vais nous créer ce qu'on appelle une expression razor, A commercial for each. Donc, une expression razor, c'est un bout de code C# en réalité dans notre fichier .cshtml. Donc, for each, et ce sont des cours, mais ce que je vais faire, moi, puisque j'ai déjà un modèle de déclarer ici, je vais être obligé de donner leur nom complet. Donc, le nom complet, ben, c'est ça ici. Et, OK, ici. Donc, le nom complet, c'est ceci, point, cours. Donc, je vais mettre element in. Évidemment, je prends pour acquis qu'on se rappelle comment coder des books for each. Les cours, je vais les récupérer d'où? Je vais les récupérer de mon viewBag. Les mes cours, ouais. Donc, de mon view... Ah, Seigneur. Mon viewBag, point, mes cours. Et juste pour ne pas faire de bêtises, hein, on va venir le copier directement. Ici, point, mes cours.
On ouvre les accolades. Parfait. Donc, là-dedans, ben, on va venir créer de manière dynamique des options. Excusez-moi, mais ça ressemble pas mal à ce que vous avez fait en PHP. Quand vous faisiez une requête sur une table en PHP vers la base de données, que la base de données vous retournait des enregistrements, puis que là, dans une boucle while, vous construisiez de manière dynamique un tableau, par exemple, en affichant dans le tableau les informations que vous avez récupérées. Est-ce qu'on s'entend que ça ressemble pas mal ici? J'ai fait un for each, parce que le for each va tourner tant aussi longtemps que il y a des éléments dans mon tableau de cours. C'est le même concept, la même logique. On a juste adapté la syntaxe à une nouvelle technologie. Donc, allons-y. Je vais créer des options, mais mes options, comme je l'ai dit, elles vont être créées où? À l'intérieur de mon select. Ça va? Donc, OK. Donc, créons nos options. Donc, option. Mon option a une valeur. Quelle va être sa valeur? Je mets A commercial, élément. Si je mets juste élément, ça va afficher le texte élément. Ça va? Mais si je mets A commercial, élément, ça va évaluer l'information qui est à l'intérieur de la variable. Un peu comme utiliser le signe de dollar en jQuery dans une string pour comment on dit, évaluer une expression, une string complexe. C'est le même concept. Donc, élément ici, élément point, parce que c'est un objet, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Moi, j'ai dit que qu'est-ce qui m'intéressait? Le titre, le sigle. Allons-y avec le sigle du cours. Ça, c'est ma valeur. Ça va? Mais qu'est-ce que je veux afficher dans mon option? C'est le titre du cours que je veux afficher. Donc, fermons l'option ici et ben, vous aurez compris que je vais prendre ça. Je vais le mettre là. Et au lieu de faire sigle, je vais plutôt faire... ah, d'accord, c'est parce que j'ai pris le guillemet. Donc, au lieu de faire sigle, je vais plutôt faire titre. Donc, j'ai la valeur qui va être associée à chacun des éléments et j'ai le titre qui va être associé à chacun des éléments. Donc, je vais sauver et on va commencer par exécuter ça. Donc, je vais juste enlever notre point d'arrêt parce que ça, on a déjà prouvé que ça fonctionnait. Je vais retourner ici. Je vais relancer. On ne devrait pas avoir fait d'erreur. Éventuellement, un jour. Voilà. Regardez si ce n'est pas magnifique. ASP1, ASP2. Donc, dans votre laboratoire, dans votre sprint 1, je vous dis que les niveaux d'éducation doivent venir de la base de données. Ben, voilà un exemple concret. Et non, je n'avais pas fait une démo comme ça en classe où je le faisais et je mettais en lien avec le laboratoire, mais si vous écoutez bien la démo que je vous ai donnée, ben, vous aviez le code pour faire ça. Ça va? C'est démontré. Comment passer un tableau d'objets? Comment passer un tableau d'objets? Comment utiliser un viewbag? Ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que je vous donne des outils. Ça va? Maintenant, comme programmeur analyste, il faut que vous analysiez la fonctionnalité et que vous choisissiez tout seul quel est le bon outil à utiliser pour arriver au but final. Et il y a 18 000 façons d'y arriver. Je ne vais pas toujours vous donner la recette parce qu'en entreprise, je ne serai pas là pour vous donner la recette. Mais si je vous demande de faire quelque chose, soyez garanti que c'est parce que dans les exemples, dans les démos, vidéos sur YouTube ou live en classe que je vous ai donné, avant de vous poser cette question, vous avez déjà le code. Ça va toujours, toujours, toujours. Je ne fonctionne pas autrement. Ceux qui me connaissent pourront l'attester. Donc, attendez une seconde. Et là, je suis bête parce que j'ai enlevé mes points d'arrêt. Donc, je vais juste retourner ici. Donc, on ajoutait les informations de l'étudiant, toutes les informations de l'étudiant, sauf
sauf le cours, évidemment. Et dans la classe étudiant, on a rajouté un champ cours tout à l'heure. Ça va? Donc, j'ai fait une petite bêtise. Hein. C'est cours que je vais prendre ici. Et dans mon fichier, c'est pas sigle que je veux avoir ici, mais c'est bien cours. Parce que je veux que la valeur qui va être sélectionnée ici soit passée en paramètre à l'attribut cours de l'objet étudiant que je vais poster au serveur. Tout le monde a compris pourquoi je fais ce changement-là? C'est bon? OK. Donc, je vais remettre mon point d'arrêt dans le contrôleur. On va vérifier que ça marche avant de sauvegarder ça sur notre branche. Et si ça marche, ben on a un chemin complet sur de mon premier commit jusqu'à ma branche qui fonctionne. Donc, je vais ramener ça sur ma branche master et après ça, je vais le pousser sur le serveur. Donc, laissez-moi juste mettre mon point d'arrêt au bon endroit. Disons, on va le mettre ici parce que là, on aura déjà notre étudiant. Donc, je vais relancer le tout. Pas là. Ah oui, ici. OK, donc on avait un ID, du texte, et je choisis une valeur. On fait inscrire. Parfait. Donc, on est ici. Si je regarde mon objet, regardons bien ce qu'on a reçu. Et j'ai fait quelle bêtise? Donc, le cours avec un S. Stop. Pourquoi il n'a pas pris? Cours, c'est dans ID. Ah, OK. C'est l'espace. Regardez bien. Tout le monde voit l'espace qu'il y a juste ici? Ben, espace C majuscule et C majuscule, malheureusement, c'est pas la même chose. Et donc, je vous répète, c'est toujours la faute du programme. Dans ton ID, tu peux l'enlever aussi, tu as un espace. Oui, effectivement. Donc, je vais sauvegarder, je vais relancer. Et évidemment, vous voyez que j'ai eu ce bug. J'ai regardé, c'était méthodique. J'ai dit, hey, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Comment est-ce qu'on transfère l'information? Il faut que le nom de ma propriété soit écrit de la même façon que le nom de l'objet. Je suis allé voir mon objet, comment je l'avais codé. OK, ça avait l'air correct. Je suis allé voir dans mon code HTML, est-ce que j'ai mis la bonne propriété? Puis tout de suite, j'ai vu le bug. Donc, il faut être méthodique aussi dans vos étapes. Si vous ne connaissez pas les étapes dans lesquelles quelque chose marche, ben comment vous voulez espérer débugger? Vous n'avez aucune idée de où commencer à regarder. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites-vous toujours un plan de match et à partir du plan de match, ben, c'est facile d'essayer d'identifier qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, en espérant que ça règle notre problème. Voilà, ça règle notre problème. C'est bon? Donc là, j'ai mon information et je pourrais adapter ma requête ici pour faire l'insertion dans la base de données, mais il faudrait que j'aille rajouter un champ cours dans la table étudiant, ce qui ne fait pas de sens pour notre énoncé. C'est juste pour la démo. Donc, ma branche est marche au complet. Et regardez bien ce qui va se passer. Je vais aller dans Git et je suis sur la branche show cours. Je ne suis pas sur la branche master. Je vais faire un git. Je vais faire un git add espace point. Ça va. Donc, j'ajoute tout. Je vais faire un git commit -m et affichage des cours dans un affichage des cours à partir de la base de données, etc. Vous écrirez le texte que vous voulez, là. Affichage des cours dans index.cshtml. Donc, comme je dis, vous pourrez être plus précis que ça, mais moi, je vais aller comme ceci.
Donc, c'est fait. Mais maintenant, bon, j'ai écrit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Maintenant, je suis sur la branche Show et je vais essayer de le faire comme ça. Donc, d'un côté, on voit Visual Studio. D'un côté, on voit mon guide. Je suis sur la branche présentement ici, Show cours. Regardez maintenant. Je vais faire Git. Vous savez quoi? Je ne vais même pas l'écrire, je vais juste... N'oublie pas de faire ton guide push. Non, mais je vais vous montrer avant de l'envoyer sur le serveur. Là, je suis encore local là, sur ma machine. Ça va? Je ne vais pas l'envoyer sur le serveur encore. Je vais juste vous montrer que qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur une autre branche que sur la branche master. Donc, présentement, j'ai une branche master. Regardez ce qu'il y a sur ma branche master. Je cherche, non, parce que je ne voulais pas le réécrire. Git checkout master. Regardez Visual Studio. Éventuellement, un jour, peut-être. Ah, excusez-moi. C'est sûr qu'on ne voit pas de différence dans Visual Studio, là, parce que mon écran, ça va, il est ici. Mais là, je suis sur la branche master. Allons voir notre fichier. Regardez, il est passé où, mon select? Il n'est pas là, mon select. Elle est passée où? Ma classe cours, je l'avais déjà fait avant d'écrire le code. Ça va? Donc, ma classe cours, elle était sur la branche principale. Mais mon select, il est où? Il n'est pas là. Parce que il n'est pas sur la branche principale. Il est sur la branche show cours. Donc, je vais retourner sur la branche show cours pour le fun. Git checkout show cours. Le voilà, mon select. Ça va? Donc, ça vous évite de faire... Je vais commenter ça, je vais coder. Oh, ça ne marche pas. Je vais commenter telle partie, recoder et vous salopez, excusez-moi le mot, complètement votre projet. Vous travaillez sur une branche. Quand ça marche sur la branche, regardez ce que vous faites. Quand ça marche sur la branche, tout le monde a compris? Ça marche sur la branche. Je vais faire quoi? Je vais retourner sur mon master et je vais faire ceci. Git merge. Je l'ai écrit comment, voyons. Show cours. Je veux prendre ce qu'il y a dans mon univers parallèle et je veux le ramener sur ma branche principale. Donc, je vais sur la branche principale et je lui dis de merger, de mixer la branche principale avec la branche secondaire. Donc, git merge show cours. Voilà. Voilà. Donc, je vais juste aller en full screen. Donc, vous voyez les 8 avec les plus, c'est qu'il y a 8 lignes qui ont été ajoutées dans mon projet sur la branche principale. C'est ce que le petit plus, cela veut dire. C'est bon? Et maintenant, je suis sur ma branche master. Donc, puisque je suis sur ma branche master, je vais pouvoir faire la chose suivante. Je vais faire un git add. En fait, quand on fait un merge, ça fait un add par défaut, ça va? Mais je vais juste le faire pour vous le montrer, là. Git add. Parfait. Git commit. Disons qu'on a implémenté ce qu'on avait implémenté, c'est le release 1.0. Ça va? Disons qu'on avait fini notre sprint 1 à ce stade-ci. Juste parce que je me cherche une idée de message de commit. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, je vais faire ceci et je vais dire... version 1. Merci. 1.0. Version 1.0. TOH ou THO. Sur Internet. Mais on peut, je vais le faire. C'est ma deuxième. Parce que les deux marchent, mais il faut faire attention dans la séquence. Donc, ouais, j'aime mieux ça. Donc ça, parce que tu le fais sur une branche à côté pour pas corrompre ton code qui fonctionne déjà sur ton master. Puis quand ça marche, ben, tu la veux pas, ta branche à côté. Donc, tu la ramènes sur ton master. Ouais, ça, et la branche à côté, local en premier. La branche à côté, tu peux la laiscer là. Mais on peut aussi l'effacer. Moi, j'aime bien les laisser là. Pourquoi? Parce que si un autre développeur vient dans mon équipe et me dit dans 6 mois, ben voyons donc, pourquoi vous avez implémenté cette fonction de telle et telle façon? Ben, ce serait bien plus intéressant, intelligent de l'avoir fait de telle manière. Ben là, je peux lui dire, écoute, j'ai essayé
4 manières différentes, je les ai tous testés et voilà pour telle et telle raison, j'ai choisi ce que tu vois sur la branche master. Si tu ne crois pas, tu peux l'envoyer voir sur la branche secondaire show court que tu avais fait. OK. Comme ça, OK. les traces restent. Donc, je vais juste commit cette histoire-là et on va faire un git push. Donc, ça vient d'être poussé sur mon serveur. Si je vais voir en ligne, on fait un petit refresh. Tellement plus facile, mon Dieu. Donc, j'ai 5 commits, mais toujours une seule branche. Ça va? C'est normal, c'est juste mon master que je pousse depuis tout à l'heure. Ça va pour tout le monde? C'est clair? Donc, ça, c'est quand on travaille en mode solo, mais qu'on veut quand même un backup sur le web. Quand on travaille en team, ben, on ne va pas fonctionner de cette manière-là. Quand on travaille en team, on a un chef de projet, chacun des autres qui va faire le squelette du projet de base que tout le monde va clone sur sa machine. Chacun va savoir sur quelle fonctionnalité il doit travailler. Donc, à partir du projet de base, chacun va se créer ses propres branches et va pousser seulement les branches sur le serveur. Donc, le chef de projet, ici, il va voir apparaître 2 branches, 3 branches, 4 branches, 5 branches. Et ça va être à lui de tester ces branches et quand elles fonctionnent, de les merge à la branche principale. Et les autres développeurs vont faire des pools, récupérer les mises à jour sur la branche principale. Et c'est ça qui va mettre à jour leur projet sur leur ordinateur. Mais pour ne pas vous mélanger, puisque pour l'instant, on travaille en solo, ben, je préfère stopper la démo là. Ça va? Parce que c'est ça la séquence que je veux que vous utilisiez. Si vous poussez des branches sur le serveur, il y a toute une autre série de manipulations à faire ici sur GitLab pour les merger et j'ai peur que vous mélangez les deux. Donc, pour l'instant, je préfère laisser ça comme ça parce que je pense que la procédure est claire et ça vous montre comment travailler. Donc, beaucoup plus clean, Fernand, merci. Parfait. Donc, il y avait 3 fonctionnalités dans le sprint 1, si je ne me trompe pas. Donc, je m'attendrai à, si je vais dans votre projet, et que je fais un git log sur votre projet, quand je vais le cloner sur ma machine, je m'attendrai à avoir au moins 3 commits. Ça va? Un pour chacune des fonctionnalités. Mais en réalité, il devrait avoir plus que 3 commits parce que chaque fonctionnalité, vous ne l'avez pas développée d'un trait. Vous l'avez développée en plusieurs étapes. Ça va? Tout le monde comprend la logique? Ça va? Donc, il est 53. Qu'est-ce que je peux raconter de plus sans vous bombarder, là, qui est pertinent parce que je veux que vous en rappeliez. Non, je pense que ce qu'on a montré aujourd'hui, ça débloque les problèmes qui pouvaient y avoir. Et je répète, mis à part le merge qu'on a précisé, toutes les autres manipulations que j'ai fait aujourd'hui, à moins que je me trompe de groupe là, ou de vidéo, elles étaient step by step dans les tutoriels que je vous ai donnés. Si vous étiez coincé sur une partie X ou Y, ce à quoi je m'attendais de vous et ce à quoi je vais m'attendre à vous pour le reste de la session, c'est que pendant les périodes de support, ben, vous m'écrivez, vous me disiez, hey Fernand, écoute, j'ai revu telle démo que tu as fait en classe ou j'ai revu tel tutoriel que tu m'as montré, mais il y a tel petit bout que, écoute, j'ai beau le regarder, je ne comprends pas, j'ai peut-être manqué quelque chose, est-ce qu'on peut se connecter et tu me donnes une précision? Et ça aurait été réglé très rapidement. Mais vous gardez le silence d'une semaine à l'autre, ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Si votre travail n'est pas remis, ben, c'est travail pas remis 0 pour moi. Ça va? Si vous avez de la misère et que vous me le faites savoir, là, on ajuste. Mais il n'y a pas de vacancier ici. J'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est bon pour tous? Oui, c'est bon. Donc, ce à quoi je m'attends de vous pour la semaine prochaine. Et donnez-moi juste une seconde parce que ça va... Donnez-moi juste une petite seconde pour ne pas finir en queue de poisson. One 15. Ça me laisse faire mon wrap-up correctement avec vous. Okay.
Donc, retournons dans l'autre canal de cours qui est juste ici. OK. Donc, ce que je m'attends de vous, donc évidemment, j'ai mis des choses pour le sprint 2. À la lumière de ce que j'ai raconté aujourd'hui pour le sprint 1, ben, je pense que même ceux qui l'avaient fait et déposé vont être en mesure de faire des modifications à l'intérieur. Ça va? Donc, ce que je vais faire maintenant, et c'est officiel, on est encore sur enregistrement, on est juste ici. Il est où mon sprint? Voilà. Donc, OK. Donc, je vais copier ceci. Voilà. Je vais venir ici dans un nouveau post. Et ça, c'est la date finale pour avoir votre sprint 1 à jour sur un dépôt guide qui m'est accessible ici. Je ne veux pas l'avoir par email, je ne veux pas l'avoir par Mio, je ne veux pas avoir votre projet par chat privé. Je ne vous connais pas si vous faites ça. Je veux aller dans lien de vos dépôts guides, cliquer et que ça apparaisse dans ma figure. C'est enregistré, c'est clair, net et précis. Donc, on va mettre ça le 12. Donc, ici, comme ceci, vous avez jusqu'au 12 février, jusqu'au 12 février 2021, avant le début du cours, parce que quand je donne mon cours, j'aime qu'on m'écoute. J'aime pas qu'on soit en parallèle en train de finir son laboratoire, parce que là, on manque de la matière, pour finaliser le sprint 1. Et si vous voulez mon support d'ici au 12 février, quand vous m'appelez, première chose, quand vous m'écrivez pour me poser une question ou un bug, première chose que je vais faire, je vais aller sur le lien juste ici pour voir si j'ai accès à votre code, pour pouvoir vous débugger correctement. Si je n'ai pas accès à votre code, je vais vous dire, désolé, je n'ai pas accès à ton code, je vais répondre à quelqu'un d'autre. Ça va? Donc, qu'il y ait déjà quelque chose dans votre dépôt ou non, ben en fait, d'après ce que je viens de vous démontrer, chaque fois que vous codez même une virgule, vous devriez être en mesure de le push sur le serveur pour que je puisse vous assister. Donc, ça me permet de voir, même pendant la semaine, quelle est votre progression. Pas que je vous surveille, mais disons que j'ai 2-3 minutes, ben, je peux aller sur vos dépôts, voir où tout le monde est pas mal arrivé. Si je vois que tout le monde bloque à peu près au même point, je peux faire une petite vidéo, vous mettre des pistes de solutions sur le canal général. Mais si de vendredi à vendredi, je n'ai pas de nouvelles de personne, ben, comment est-ce que je peux vous aider ou savoir quoi préparer pour vous pousser vers l'avant au prochain cours? Ça va? Donc, je pense que c'est réglé pour le sprint 1. C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Good. Juste quelques petits trucs. On est dans Visual Studio. Donc, évidemment, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez à faire dans votre projet, mais ça donne les grandes lignes. Donc, votre sprint 1, il vous demandait quoi? Il vous demandait de récupérer les informations de l'utilisateur, de générer un mot de passe à partir de ça. OK? Donc, un mot de passe, c'est un username. Donc, je récupère les informations de l'utilisateur. On a vu comment les récupérer ici. C'est presque la même chose avec quelques ajustements près. Une fois que je les ai récupérés, ben, moi ici, ce que je fais, je vous renvoie vers la fameuse vue d'inscription, ce qui n'est pas ce qu'on veut dans notre application. Vous, une fois que vous avez récupéré les informations, logiquement, en orienté objet, ceux qui ont été en cours avec moi, vous m'avez souvent entendu dire une fonction ne doit faire qu'une fonction. Récupérer les informations de l'utilisateur, c'est une chose. Générer le username et le password à partir de ces informations, c'est une autre chose. On est d'accord là-dessus? Donc, ben, sûrement que je pourrais faire quelque chose comme ceci. Je vous donne des idées, là. Ben, tu peux créer une fonction en dehors de tout ça, puis juste c'est exactement ce que je vais faire ici. Donc, string. T'es dans le truc, là. User. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. OK. J'aime vous montrer des petits trucs de Visual Studio. String user generate. Tu vas le faire générer par lui-même. Et qu'est-ce qu'il va recevoir en paramètre? Il va recevoir mon ami E,
parce que mon ami E contient quoi? Toutes les informations de l'utilisateur. Dans cette fonction que je vais générer dans quelques secondes, regardez la magie de Visual Studio. Donc, ceux qui étaient avec moi en POO ont vu ça. Ceux qui ne l'étaient pas, ben, c'est mon petit cadeau pour vous en ce magnifique vendredi. Donc, hey, on vient de générer une fonction ici. Donc, c'est dans cette fonction que vous allez faire quoi? Vous allez récupérer les attributs de E et vous allez vous créer un petit bout de code qui, à partir de ces attributs, va générer un username qu'on va retourner ici. Et vous aurez compris que je vais faire exactement la même chose pour le password. Bon, c'est pas brillant mon truc, là, je dis password et puis j'écris user, mais bon, vous avez compris que c'est password qui va ici et c'est user qui va ici. Donc, generate username. Et encore une fois, je lui passe mon ami E1 et je pourrais l'écrire moi-même. Mais écoutez, pourquoi me fatiguer là, pour des choses triviales que le logiciel peut faire lui-même? Donc, j'ai maintenant un username et un password. Tout ce qui vous reste à faire, c'est aller implémenter ces fonctions. Avec mon username et mon password, je dois faire quoi? Je dois envoyer un email à l'utilisateur. Ben, vous êtes chanceux, comme je dis, je deviens gentil en grandissant. Je vous ai donné une fonction, je ne vous ai pas donné le code, je ne vous ai pas donné le projet, je vous ai donné un tutoriel qui, step by step, vous décrit une fonction sendMail avec une certaine signature. Donc, si votre fonction sendMail se trouve quelque part ici en bas, vous la codez, ça va, vous allez faire quoi? Vous allez venir ici et vous allez faire send. Vous allez faire if, parce qu'elle retourne un booléen, cette méthode-là, si je me rappelle bien, qui vous dit oui, ça s'est bien passé ou non, ça s'est pas bien passé. If, oups, Generate password, generate user. Exactement. If sendMail, là, elle prenait fonction plusieurs sendMail. choses en paramètres, la sendMail. Elle prenait l'adresse de la personne qui envoyait, bref, vous comprenez l'idée. Ça va? Moi, je vous ai donné une fonction qui reçoit, qui prend en paramètre l'adresse de l'envoyeur, l'adresse du receveur et le corps du message. Vous pouvez l'adapter un peu, cette fonction, pour vos besoins. Donc, disons que ici, moi, je vais faire quoi? Je vais passer password ou user, password. Donc, ma fonction va faire ce qu'elle a à faire. Et je ne la redécris pas ici parce qu'elle est décrite dans une magnifique vidéo sur votre canal YouTube préféré. Donc, si tout se passe bien, je vais tomber ici. Ça va? Si votre inscription s'est produite correctement sur un site quelconque, là, normalement, vous êtes redirigé où? Vers la page de login. Hein? Donc, sûrement qu'on pourrait avoir un return view. Mais si je fais juste return view comme ça me retourne où? Vers la vue qui porte le même... Ça me retourne où? Ça me retourne vers la vue qui porte le même nom que l'action dans laquelle je me trouve. Mais, encore une fois, dans vos magnifiques vidéos tutoriels que je vous ai données, on voit ceci. On voit qu'il y a 8 surcharges à cette méthode et qu'une de ces surcharges me permet de spécifier le nom d'une vue, le nom de la vue vers laquelle je veux rediriger mon utilisateur. Donc, si vous aviez la présence d'esprit de créer une vue qui s'appelle login, ben, si l'envoi d'email réussit correctement, je redirige l'utilisateur vers la vue login. Évidemment, il devra aller dans son mail avant pour chercher ces informations et pour revenir se loguer ici. Si ça ne réussit pas, donc c'est dans le else que je vais faire return view. Ça va? Donc, je ne vais pas en dire plus que ça, j'ai déjà débordé de 5 minutes, mais j'espère que je vous ai fait réaliser que vous aviez pas mal toute l'information nécessaire et que les petits bugs techniques que vous avez eus, ben, si vous m'aviez écrit, ben, en quelques minutes, ça aurait été réglé sur votre système. Certains d'entre vous m'ont écrit pour des bugs spécifiques, on les a réglés en mini-réunion et ce qui était bénéfique à tout le monde, je vous ai dit, ben, attendez, je vais régler ça vendredi de toute façon.
Ça va? Et je crois que, tel que promis, c'est fait. Donc, je m'attends, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce que ce qu'il y a sur le sprint 1 soit disponible pour mes yeux vendredi avant le début du cours, mais je m'attends à ce que, en temps réel, parce que vous n'allez pas travailler là-dessus jeudi soir la semaine prochaine seulement, mais qu'en temps réel, pendant la semaine, prenez l'habitude, chaque fois que vous codez quelque chose, de le pousser. Moi, je vous force à l'utiliser pour mon cours guide, mais si vous voulez vraiment le maîtriser, que vous fassiez du PHP, du React, peu importe, ça va vous être demandé en entreprise. Utilisez le don dans tous vos cours. Ça va vous permettre de ne pas perdre vos projets et de travailler de manière structurée. Ça va pour tous? Yes, bonne fin de semaine. Merci Parfait. beaucoup. Ouais, ça va. Ça fait plaisir. Je vous laisse là-dessus et puis on se voit la semaine prochaine. S'il y a des problèmes entre-temps, vous avez mon horaire sur le canal principal et vous connaissez la procédure pour avoir du support de ma part. J'ai une mini-question super vite. Quand tu clones, faut-tu que tu remettes le lien de la base de données? Faut-tu que tu refresh la connexion de la base de données? Pas besoin parce que si tu crées ta base de données sur ton ordinateur, quand tu clones ton projet, quand tu vas lancer ton projet, la connection string vise toujours le même serveur et la même base de données. Fait qu'il n'y a aucun problème. C'est moi, quand je vais cloner vos projets, si je veux les faire marcher sur ma machine, je vais devoir recréer votre base de données. Ça va? Avec le fichier SQL. Et ça, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer aujourd'hui. Je vais peut-être faire une petite vidéo dans la semaine pour vous montrer ça. Et puis comme ça, l'histoire sera bouclée. C'est Guido, merci beaucoup. C'est bon? Merci, Fernet. Salut. Parfait. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous. Bon week-end. Bonne Faites journée. attention à vous. Au revoir.